La saison automnale en est une de préparation pour l'hiver à la ferme Barrette et Frères. En plus du bien-être des animaux, il faut penser au confort du foyer en vue des froids hivernaux. On essaie de prévoir d'avoir de l'herbe pour l'automne pour se rendre le plus tard possible. En même temps, on planifie en garder, mais on ne veut pas trop le faire non plus. Des fois, si on a une neige hâtive, c'est perdu, c'est gaspillé. D'un autre côté, on voit que cette année, ça a été particulièrement sec. On a quelque chose que j'ai jamais vu. Puis les plantes qui ont beaucoup mûri. Puis même ceux qui ont trouvé le tour d'avoir des stocks d'herbe pour pâturer tard, bien, ça se consomme mal. L'herbe est très sèche, les animaux n'en veulent pas vraiment. Fait que là, c'est un défi. Là. Puis on voit les variations climatiques là, qui sont de plus en plus grandes. Tranquillement pas vite au fil des années, là, difficile un petit peu de planifier. Là, pas impossible, là, mais ça demande plus de... Fait que là, vous commencez à soigner au pâturage, vous emmenez du foin au pâturage. L'alimentation au champ, il n'y a rien qui presse de ramener les bêtes, je dirais, dans des installations d'hiver. Au champ, c'est encore très bien, il n'y a pas de litière à mettre. C'est un coût qui ça coûte pas très, très cher opérer comme ça. C'est peut-être pas l'idéal, mais par contre, les coûts sont très, très bons en étant au champ. Pas de fumier à gérer, pas de litière. Fait que c'est une transition intéressante. La transition de l'automne, juste avant l'hiver. Intéressant. C'est sûr, par contre, c'est un petit peu, faut se dire, on joue un petit peu dans la boue durant cette période-là. C'est un petit peu moins rigolo, mais c'est comme ça.
Bonjour Gilles. Bonjour François. Aujourd'hui encore, tu nous amènes un petit volet historique. On va parler de la culture maraîchère. On va parler de la culture maraîchère en complément. On va voir encore qu'il y a beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. François, l'agriculture maraîchère au Lac-Saint-Jean est surtout centrée sur la production et la commercialisation de certains fruits et légumes, on va voir qu'on connaît bien, qui sont aussi devenus des symboles de notre terroir local. On compte évidemment, bien sûr, le bleuet et aussi la toca qui prend de plus en plus d'importance, qu'on connaît aussi comme étant la canneberge. Alors, ceux qui retiennent davantage notre attention ici sont évidemment l'emblématique pomme de terre, périboncoise évidemment, et là, un peu moins connue, mais aussi typiquement janoise, la fameuse gourgane d'Albanel. La culture de la pomme de terre est particulièrement populaire au Lac-Saint-Jean car le tubercule est conçu pour résister au froid précoce de notre milieu. Il pousse aussi très bien dans nos sols sablonneux. Notre situation géographique ainsi que notre climat crée évidemment une bannière de protection naturelle contre les maladies et les insectes nuisibles à sa croissance. On peut dire, François, que c'est au début des années 1950 que l'on constate l'émergence de cette culture par rapport à l'agriculture traditionnelle, et surtout à Sainte-Marguerite-Marie et à Péribonka dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Il ne faut pas oublier que la communauté des frères ouvriers de Vauvert obtenait déjà de bonnes récoltes de patates dans les années 1920. Les pères trappistes comptent aussi parmi les premiers à l'avoir cultivé avec succès. À Péribonka, on reconnaît le cultivateur Joseph Savard comme celui qui a le plus contribué à la popularité. Déjà dans les années 1920, il tentait, comme bien d'autres, tant bien que mal, de rentabiliser ses récoltes sur une terre, disons-le, sablonneuse, mais plus ou moins fertile. N'y parvenant qu'avec de grandes difficultés, il décide, vers 1930, de se tourner vers la pomme de terre avec un grand succès. Plus tard, la ferme expérimentale de Normandin, qui a été fondée en 1936, décide de collaborer avec M. Savard pour profiter de ses connaissances et aussi d'améliorer le rendement de la pomme de terre. Le cultivateur s'est aussi prêté à plusieurs types de cultures avec les années. Sa ferme était un véritable modèle à l'époque pour les producteurs du nord du Lac-Saint-Jean, puis pour aussi les producteurs de l'extérieur. La patate gagne de plus en plus de terrain. La majorité des fermes de Sainte-Marguerite, Marie et de Péribonka en font l'exploitation dans les années 1960 en plein air d'industrialisation. Toutefois, c'est l'inverse quelques années plus tard. On compte de moins en moins de fermes, donc de moins en moins de producteurs de pommes de terre. Mais on ne parle pas de déclin car les fermes et les champs gagnent en superficie. En François, c'est dans l'optique de favoriser le développement commercial que des cultivateurs vont s'unir en 1979 pour créer la coopérative La Patate du Lac-Saint-Jean à Péribonka. L'exportation se fait jusqu'aux États-Unis et même un peu partout au Canada. Le second légume, qui est devenu aussi un symbole du terroir, notamment dans la MRC Maria-Chapdelaine, tu me vois venir, c'est sans contredit la gourgane. Aussi fondée en 1979, l'entreprise Gourmatel a connu de belles années de mise en marché de gourgane, même si comparativement à la patate du Lac-Saint-Jean, elle n'existe plus malheureusement de nos jours. Dans les années 80, Gourmatel offre des produits frais, surtout sur le marché régional. Le légume est encore dans son écosse et est vendu en poche de 20 livres. De son côté, le produit congelé est surtout destiné aux ventes ailleurs dans la province. On conserve seulement la graine lavée et congelée dans les 5 heures qui suivent le battage du plant de la gourgane. C'est en partie grâce aux recherches de la ferme expérimentale, encore là, de Normandin, qui a évalué le potentiel de rendement de différentes variétés de gourgane en 1974. On savait déjà que la légumineuse était tout à fait adaptée pour nous au nord du Lac-Saint-Jean. L'organisme de recherche s'est d'ailleurs associé à l'entreprise d'Albanel dans l'objectif de produire des graines de semences. En 1980, Gourmatel possédait 17 acres semés, avait récolté 33 000 livres de gourgane
ou 109 000 livres avec les gousses dans l'année. On comptait alors 6 variétés. Les projections pour 1981 étaient de 30 acres semés, mais on atteint finalement les 40 acres. On parle d'une augmentation importante de la production avec 175 000 livres avec les gousses. François, c'est en 1983 que la compagnie vise le marché national avec un produit sans additifs chimiques. Sur l'emballage, on propose 2 recettes pour faire connaître le produit qui est méconnu en dehors, évidemment, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Charlevoix. Malheureusement, Gourmatel Limité fait faillite en novembre 1984 et se départit d'un terrain qui comptait 100 acres. Malheureusement, l'entreprise doit fermer ses portes définitivement en 1986. Par contre, le Festival de Gourgane lui survit et continue de célébrer bon an mal an la culture maraîchère locale depuis sa création en 1974. Et oui, la gourgane est encore cultivée dans la région, par exemple à la ferme Héloïse d'Alma. Donc, ça fait le tour, François, de ce sujet. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, encore une fois. Là, vous m'avez donné vraiment le goût. Là. Je pense que je vais aller manger une bonne soupe aux gourganes bien chaude. Ah, oui. Merci beaucoup, monsieur Brassard. Merci à toi, François. C'est bien d'avoir une routine, mais pas de trop la remplir. C'est de trouver un juste milieu. Tu sais, dans ma journée, là, des fois, il y a des choses qui viennent me chercher. Puis, ben là, qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Pourquoi je ressens ça? Pour mieux comprendre. Puis quand tu comprends mieux ton émotion, pourquoi tu la ressens, bien, ça enlève de la pression. Là. Je mets ma musique quétaine que mon chum n'est pas capable d'entendre, puis je danse. Prendre le temps de respirer, de sentir les choses. Tu sais, des bonnes inspirations. Là. Mettons, là, je sais pas, là, je suis dans mon canot, là, sur une rivière, puis là, ça sent la forêt, ça sent l'eau, il n'y a pas de bruit, là. Je respire, ça sent bon. Moi, je vais dehors, j'écoute de la musique, je danse aussi. Des fois, j'ai dansé tantôt un peu. Oh ouais, je prends en marche des marches. Moi, ma vie, c'est ça, j'adore tout ce qui bouge, j'aime chanter, j'aime danser, je suis full heureuse. Jouer un jeu avec mes proches que j'aime, ça, c'est un beau moment que j'ai. Faut s'arrêter, puis aller à l'intérieur de nous. Tout se passe à l'intérieur. Le physique, l'extérieur, c'est beau. Mais si on ne va pas bien à l'intérieur, il faut toujours aller découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur. Et si moi, je prends ma responsabilité mentale, je prends ma responsabilité affective pour être le plus possible en équilibre, je peux donner ma meilleure version de moi. C'est de profiter des petites choses du quotidien, de se faire plaisir à soi-même, puis de s'acheter la palette de chocolat qu'on a envie au dépanneur ou d'écouter la série de télé qui nous fait triper durant la semaine. Puis de ne pas se culpabiliser pour ça, de vraiment le faire pour soi, puis parce que ça nous fait du bien. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise vraiment sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Un bon berger se doit d'être patient et attentionné. Qualité indéniable chez Marc-André. Chaque groupe de brebis est localisé en fonction des cycles de reproduction et de l'espace disponible. Suite à des agnelages surprises, les nouveau-nés et leurs mères sont déménagés à l'endroit prévu. Yes, sir. Bonne fille. On y embarque. Hop, 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 hop. Hop, il est là, hop. Ouais, t'as juste à la fermer, on va sortir ici, là. On devrait avoir plus de facilité. On va faire la même chose, elle a l'air à le suivre, pas pire. Ouvrir le bateau. Lui, il a bu, en tout cas. L'autre, c'est vrai qu'il doit faire du colostrum en arrivant en avant.
Ils sont maternelles en maudit, en tout cas, ces brebis. Oui, ils ont l'air bonnes. Hein? Oui, ils sont bonnes. Tu sais, c'est pas toutes les brebis qui font ça, qui suivent de même. Oh non! Parce que je l'ai dit, tu le feras pas? Hein? Ouais, là, t'as parlé trop vite. Pas grave, on va la chercher. On va sortir juste son agneau. Hop. Il faudrait qu'il pleure un peu. Il pleure pas. Ouais. OK, elle va y aller. Café. Ah oui. Faudrait vraiment qu'il pleure, elle va y aller là. Tiens, c'est fait. Ah ah! Hein? Quand le panneau c'est remis. OK, parfait. Elle va partir avec, elle devrait le suivre aussi. Bien fait. Viens. Hein? On va emmener juste eux autres. Les autres, on viendra les tester après-midi ensemble. De toute façon, dans le trailer de même, j'aime mieux pas avoir d'autres brebis quand que... Pas qu'ils se fassent écraser des fois. Ouais, c'était deux agnelages non prévus. Ouais, c'est ça. Ben, non prévus, c'est parce que c'est ça, les brebis sont pas évidentes à tester, autrement dit. Vu que c'est des brebis qui ont un état de chair qui est quand même hors du commun, là, si on veut. Là. Ils sont durs à cerner quand ils sont gestantes, non gestantes. Puis là, je les ai mis là, il y a 3 semaines, 1 mois, fait que des fois, ça va vite aussi. Mais on a vu que ça a des très bonnes mères. Oui, c'est des très bonnes brebis, par exemple. Oui, c'est des brebis qui suivent les agneaux, ils s'en occupent super bien. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Un agneau, c'est parfait, hein? Des fois 2, dépendamment de la production lactée de la brebis. Quand elle a du lait pour 2... Mais en haut de 2... En haut de 2, c'est sûr que c'est du temps pour le producteur. Ouais, c'est ça. Surtout des brebis qui sont moins laitières, exemple. Mais ouais. Encore là, ça dépend des types d'élevage. Il y en a qui aiment ça, tu sais, à 3-4 agneaux par brebis. Quand ils ont plus de temps à passer en bergerie. Ça dépend des... Chaque producteur a sa recette. En effet. Fait que tu redescends à l'autre bergerie, les je vais aller porter ça, moi, dans le fond, dans ma bergerie où ils sont supposés arriver au monde, normalement. Parfait. Bergerie de maternité. Okay, normalement, ils seraient supposés aller là en fin de gestation, pas nécessairement agnelés ici. C'est pas grave. Parce qu'ici, c'est des brebis... normalement, ici, j'amène mes brebis qui viennent d'être sevrées. OK. Puis je fais mon accouplement ici. OK. Puis après ça, au 3e mois de gestation, 4e mois de gestation, pardon, eux autres, c'est gestant 5 mois, les moutons, 145 jours. Puis après 4 mois de gestation, je vais les apporter en avant. Parce qu'en avant, ben, j'ai plus de surveillance. Après ça, le programme alimentaire est mieux adapté pour eux autres qui sont en fin de gestation. OK. La luminosité aussi est changeante. Ici, il y a juste 9 heures de lumière par jour. En avant, j'en ai 16. OK. Puis c'est ça, ben, c'est surtout pour la surveillance, dans le fond, parce qu'on est plus là en avant. J'ai des caméras aussi qui surveillent le soir. Puis ben, c'est ça, le programme alimentaire pour les brebis. Puis tes agneaux, tu vas les engraisser à Sainte-Jeanne-d'Arc. À Sainte-Jeanne-d'Arc, oui. Quand ils sont sevrés, une fois le sevrage fait, je ramène les brebis ici. Après ça, j'amène les agneaux à Sainte-Jeanne-d'Arc. Je ramène d'autres brebis en avant. Il y a tout le temps un roulement qui se fait. C'est une base annuelle, dans le fond. L'Île-de-France, c'est quand même une race assez rare. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je voulais garder ça aussi, surtout l'Île-de-France. Je me fais demander des béliers et des brebis des fois. Fait que je pense qu'il y a 3 ou 4 producteurs au Québec qui en ont. 3, je pense. Si je m'abuse, là, je veux pas... Non, mais il me semble que ça... Mais je pense que Jonas me dit qu'il y en a vu. En tout cas, je suis dans 3 bergeries. Peut-être qu'il y en a plus. Je sais qu'il y en a pas beaucoup. Puis là-bas, t'en as combien? Comment t'en as, là, ton troupeau? À peu près 200, 180-200 tout environ. 120 d'Orset, 80 Île-de-France, à peu près, grosso modo. Ici, là, avec les achats de cet été, avec le troupeau à Lorraine, c'est rendu à pas loin de 550, 600 ici environ. Pour un total, dans les deux, là? Oui, dans les deux, là. Il y en a quand même 80 dehors aussi. Fait qu'au total, pas loin de 800 brebis, peut-être, là. Faudrait que je recalcule. Quand est-ce que tu vas les rentrer, ceux dehors? Tu vas aller jusqu'au... Eux autres, c'est des brebis qui vont agnelés au mois de février, mais je vais y rentrer, là, quand les tondeurs vont venir. Normalement, ils vont venir début décembre, mi-décembre. Okay, je vais y rentrer un peu avant. Parce que, ben, ils pourraient passer l'hiver dehors avec la laine, mais j'aime quand même mieux les avoir en dedans. Puis là, ben, il faut que je les tonde pareil. Ils vont agneler au mois de février, fait que je vais y rentrer, là, mi-novembre, début décembre. OK. Ils vont venir dans la... je vais y rentrer ici. Ici, OK. Ici, pour qu'ils se fassent tondre. Non, je vais les amener ici pour qu'ils se fassent tondre. On est mieux arrangé pour tondre ici. Puis je vais les ramener juste en avant au mois de... Tu sais, eux autres, ils sont dus pour agneler le 15 février. Moi, je les amène à peu près un mois avant. Fait que je vais les amener autour du 15 janvier en avant. Fait que tu as une gestion de parc puis de bâtiment assez... Oui, quand même. Là, surtout là, quand je tombe, là, avec les achats de troupeaux, je tombe serré. Là, fait que je suis quand même assidu dans ma gestion parce que sinon, je me ramasse que je manque de place en avant. Ben, ouais. Les agneaux, il faut qu'ils sortent. Il y a tout le temps moyen de s'arranger, mais oui, ça fait de l'organisation de clos, dans le fond, si on veut. Là, puis,
Des cases comme ça au Normalement, début? on essaye de les isoler un 24 heures là, pour donner une chance à l'agneau et à la brebis de se familiariser. Puis aussi, l'agneau, au début, comme là, lui, c'est pas pire, là, l'enclos est assez lousse. Mais tu sais, des petits agneaux sont chambranlants, fait qu'on essaie de les isoler pour pas qu'une autre mère arrive puis passe sur l'agneau, le blesse, exemple. Ouais. Puis aussi, eux autres, ils se reconnaissent beaucoup, ben pas beaucoup, ils se reconnaissent quasiment uniquement à l'odeur. Fait que si un agneau prend une odeur d'une autre brebis, ben ça, tu sais comment ça fait, et ça peut arriver que sa mère s'en occupe plus. Fait qu'en les isolant 24 heures ensemble, ben t'es sûr qu'ils s'occupent bien l'un de l'autre puis que les odeurs sont bien imprégnées. Là, ils vont être ici avec leur mère jusqu'à... Pendant 2 mois, normalement. Ils agnellent ici. Après ça, je les regroupe tous ensemble dans des enclos qu'on appelle de lactation. Les mères sont avec les agneaux. Les agneaux ont accès à une petite dérobée qui peuvent aller manger de la moulée dedans à volonté. Ils mangent en avant avec les mères aussi pendant 2 mois. Puis à peu près à 8 à 10 semaines environ, on sauve les agneaux. Les agneaux s'en vont. Les agneaux vont s'en aller à Sainte-Jeanne-d'Arc. Les mères vont retourner en arrière, commencer le calendrier de reproduction. Le cycle recommence. Ouais. C'est-tu automatiquement des agneaux lourds? Non, tu vas en faire aussi... Non, normalement, je fais le tri vers à peu près 5 mois. Ils sortent d'ici, ils ont 2 mois, 2 mois et demi. Là-bas, on continue à les faire grossir un peu. Puis quand on commence à les peser, là je fais le tri, agneaux lourds, agneaux d'encan. Selon nos stocks aussi, parce qu'on a un contrat de production d'agneaux lourds. Fait que selon... Tu sais, moi, on fait une genre de planification. Durant le prochain 3 mois, il ne faudra pas trop envoyer d'agneaux d'encan parce qu'on est rien que juste dans les agneaux lourds. C'est quelque chose qu'on s'est dompté aussi parce qu'avant, on faisait presque uniquement de l'agneau lourd, là, 2 à 3 ans. Depuis 2 à 3 ans, le prix de l'encan est compétitif versus le prix du lourd. Fait qu'on essaye de faire un petit peu des deux marchés. Là. Répartir. C'est ça, on est en train de se faire des barèmes, si on veut, tu sais, à 4 mois, exemple, on va se faire un barème, tel poids vont se rendre en agneau lourd, tel poids non. Selon le gain de poids, selon... Ouais, c'est ça, selon le gain de poids qu'ils ont eu versus l'âge qu'ils ont, ben, ça me donne une idée de l'âge que ça va prendre, du temps qui reste avant qu'ils atteignent le poids d'abattage. OK, si ça vaut la peine de continuer aussi. C'est ça, si ça vaut la peine de les pousser jusqu'en lourd ou de les sortir en agneau léger, des fois à 4 mois. Exemple. En plus, on a des installations pour, fait que c'est pas tannant, on a les bâtiments pour faire du lourd, fait qu'on peut faire plus, on peut s'adapter rapidement à ça, faire plus de lourd, faire moins de lourd. On est volatile là-dessus, c'est plaisant pour ça. C'est bien organisé, c'est des bergeries toutes faites sur le long. Oui, c'est fait pour l'écurage, ça écure bien, on rentre par le bout en bobcat, on écure. C'est tous des panneaux avec des pentures. Il nous reste 2 bergeries qui sont pas encore comme ça, c'est des vieilles barrières qu'on lève, mais ça c'est merveilleux. Là. Un gars tout seul peut écurer la bergerie ici là, sans trop de difficultés. Normalement, on écure environ 5 fois par année ici à peu près. Ah, tant que ça? Oui, à peu près. Ici, là, les autres bergeries, c'est moins. En arrière, c'est rendu juste 2 fois par année. OK. Maintenant que j'ai moins de moutons. Ici, étant donné qu'il y a plus d'agnelage, plus d'agneaux jeunes, on essaie de garder le fumier plus bas. Là. Le fumier, plus qu'il va monter en hauteur, plus qu'il va dégager d'ammoniac, plus qu'il va y avoir de mouches aussi, plus qu'il y a de bactéries. Ouais. Puis étant donné qu'il y a des jeunes agneaux qui sont souvent couchés au sol, on essaie de le garder le plus bas possible.